Merci. Donc, je sais pas si ça passe. Ouais. Donc, je vais essentiellement parler de modèles de lecture et je vais parler d'abord du modèle simple puis d'un modèle un peu plus complexe et je m'attacherai ensuite à discuter de 3 points particuliers. Alors, mon dada, c'est les traitements morphologiques. J'en parle en dernier parce que j'insiste quand même sur l'importance des traitements phonologiques. Je voudrais remettre ça. Et puis la question du vocabulaire est aussi l'occasion d'évoquer un problème théorique, mais qui a des conséquences pratiques évidemment majeures, qui sont les liens de causalité entre la lecture et les composantes qui lui sont associées. Alors, en fait, si on reprend, la psychologie cognitive a commencé, les travaux en psychologie cognitive ont commencé à s'intéresser à la lecture dans les années 80 et en fait très rapidement on convergeait vers un consensus autour du fait que lire c'était le produit de 2 compétences de base qui sont la reconnaissance de mots écrits et la compréhension du langage, donc tel qu'évalué à l'oral. Et très très vite, alors que nous avons au sein des scientifiques d'importants débats sur des points particuliers, mais ça c'est vraiment dans le domaine vraiment quelque chose qui a fait consensus et dès lors les objectifs scientifiques étaient d'une part d'identifier les déterminants et contraintes reliés spécifiquement à la reconnaissance des mots écrits, identifier les déterminants et contraintes reliés à la compréhension du langage et surtout de hiérarchiser, d'organiser finalement ces contraintes dans le temps, c'est-à-dire qu'est-ce qui est prioritaire, à quel moment, etc. Alors, une fois qu'on a dit ça, j'ai envie d'aller un petit peu plus loin et vous présenter le modèle de Perfetti. Il n'est pas simple, et puis j'ai conscience qu'il fait chaud et que vous avez déjà eu 2 exposés, mais je vais quand même m'y atteler. Perfetti considère que dans la lecture, il y a plusieurs composantes qui ont donc chacune leurs contraintes propres. La première des composantes, et donc je vais discuter du problème du poids de ces composantes au cours de l'apprentissage de la lecture. Alors la première des composantes, c'est l'accès au lexique mental et l'identification des mots, et donc les contraintes qui lui sont propres, sur lesquelles je reviendrai. La deuxième composante engagée en situation de lecture, c'est l'analyse syntaxique, qu'on appelle en anglais le parsing, en temps réel, c'est-à-dire globalement identifier le verbe, le sujet, etc. Enfin, qui fait quoi, qui comment, si je dis vite, la syntaxe. Ensuite, organiser les propositions et leur signification. Donc ça, c'est un premier paquet d'opérations qui sont dépendantes, que Perfetti appelle des traitements locaux, c'est-à-dire qu'ils sont dépendants finalement des contraintes propres du texte, c'est-à-dire qu'on peut choisir de mettre des mots plus ou moins difficiles à décoder, on peut mettre des phrases plus ou moins longues, etc., des structures syntaxiques plus ou moins complexes, etc. Donc, à quantité d'informations comparables, on peut, disons, avoir des niveaux de complexité à chacun de ces domaines. Ensuite, on a d'autres types de traitements que Perfetti appelle les traitements inférentiels, qui sont la combinaison et l'intégration de ces propositions, et puis la construction par le sujet d'un modèle de la situation qui est décrit tel que décrit dans l'énoncé, c'est-à-dire qu'à un moment donné, l'élève lit le texte, et puis il va falloir qu'il relie ce qu'il apprend dans le texte à ses connaissances antérieures sur le sujet, et là c'est une autre source, c'est ce que Perfetti appelle des traitements inférentiels, c'est-à-dire que là c'est en lien direct avec ses compétences, connaissances sur le sujet. Par exemple, moi, personnellement, à un niveau de contrainte formelle, j'arriverais mieux à comprendre un texte par exemple, portant sur la mémoire à court terme que, par exemple, sur la situation géopolitique au nord de l'Inde, par exemple. Pourquoi ? Parce que ma base de connaissances, elle est différente. Alors, à complexité différemment, sur cette base, à complexité égale, eh bien, je n'aurai pas la même compréhension du texte parce que ma base de connaissances est différente. Donc, ce qui est important, c'est de bien distinguer un premier groupe de traitements qui dépend directement des contraintes du texte, des contraintes formelles, et puis un autre qui dépend davantage des connaissances du sujet. Alors là, c'est un graphique un peu compliqué à lire, mais disons qu'il remet un peu tout ça en forme. Et ce qui est important, c'est pourquoi je voulais présenter, parce qu'on revoit bien les contraintes telles qu'elles apparaissent dans l'ordre. En premier lieu, les unités orthographiques et leur lien avec la phonologie. Est-ce qu'il y a un pointeur sur ce... Il n'y a pas de pointeur. Bon.
Alors à gauche, non, je ne peux pas m'éloigner non plus. Bon, bah alors je vais me débrouiller, voilà. Alors tout à gauche, l'entrée visuelle. Ensuite, les unités orthographiques et le lien qu'elles entretiennent avec les unités phonologiques. Ensuite, on a le lexique avec ses composantes reliées à la signification, à la morphologie et aux informations syntaxiques. Et enfin, dans les processus de compréhension, ce dont j'ai parlé, l'analyse syntaxique, la représentation du texte, la modélisation, pardon, le modèle de situation. Vous avez en haut les contraintes linguistiques qui se posent à chacune des étapes, à savoir la connaissance du système orthographique, les correspondances avec la phonologie pour les premières étapes, et puis tout ce qui concerne phonologie, syntaxe et morphologie, qui est engagé sur des étapes intermédiaires et finales. Et enfin, tout en bas, les connaissances générales. Donc, effectivement, quand on lit un texte, les connaissances générales sont mobilisées. Mais je crois que ce qui est le plus important, c'est un point sur lequel, voilà, le point sur lequel je veux insister, c'est la question du poids respectif qu'ont ces contraintes dans l'apprentissage. Notamment, on peut dire que s'il y a peut-être parfois débat entre les théoriciens de la lecture, c'est quelle place on accorde dans les débuts de l'apprentissage de la lecture à la reconnaissance de mots. Est-ce que cette reconnaissance de mots, elle est primordiale ou est-ce qu'elle est compensable par des mécanismes dits de plus haut niveau, ce qui fait que cette opposition, je l'ai un peu trouvée dans le titre aussi, décoder ou comprendre. Est-ce que c'est une opposition qui tient la route ou pas? Je dirais que non. Pourquoi? Parce que on observe, Liliane l'a dit, de très très fortes corrélations entre ces deux mesures, les mesures de reconnaissance de mots et de compréhension. Alors là, je me place ici du point de vue de la compréhension à l'écrit. Et on trouve même que ces corrélations sont croissantes avec le temps pour les raisons que Liliane a évoquées, parce que, non, pas pour cette raison-là. On trouve même des corrélations qui sont croissantes parce que le texte complexifiant avec les années, la pression sur l'automatisme des mots devient de plus en plus fort. Quand je lis un texte qui est très long, des phrases très longues, etc., si je n'ai pas automatisé la reconnaissance de mots, alors la charge en mémoire, elle devient beaucoup plus pesante, beaucoup plus contraignante que si ma phrase est très courte et mon texte extrêmement court. Voilà, alors ça, donc l'idée qu'il faille choisir entre reconnaissance de mots et compréhension n'est pas validée par les données empiriques, je vais en reparler. C'est bien parce que la reconnaissance de mots a pu s'automatiser que les ressources cognitives sont alors pleinement mobilisées vers la construction du sens. Je suis désolée, on ne voit pas très très bien, mais c'est pas grave, je vais vous le raconter. Ceci dit, une fois qu'on a dit que c'était très corrélé, je me doute bien que je ne vais pas emmener tout le monde dans la salle. Parce que tout le monde peut dire mais non, mais c'est pas vrai, il y a quand même des enfants. Alors Liliane a parlé de compréhension à l'oral, là je parle de compréhension à l'écrit. Il y a quand même des enfants qui ont l'air de décoder mais qui ne comprennent pas bien. Je ne parle pas de compréhension à l'oral, évidemment quand ils ne comprennent pas bien à l'écrit, très souvent ils ne comprennent pas bien à l'oral. Mais il y a quand même, on peut le voir, des enfants qui ont l'air de lire, de décoder, et puis d'autres qui ont une bonne compréhension. Ils ne tirent pas d'ailleurs si mal que ça en compréhension, ils ne sont pas très très bons, mais ils sont moyens en compréhension à l'écrit, alors que franchement, si on va regarder la reconnaissance qu'ils ont des mots, elle est quand même assez faible. Donc, on peut quand même dire, oui, d'accord, c'est très très relié, mais il y a moyen d'avoir un peu des groupes dissociés. Alors, donc c'est important de parler de cette dissociation. Qu'est-ce qui ressort? Alors j'ai pris un exemple d'étude qui a travaillé sur cette dissociation. Il ne faut absolument pas prendre les chiffres qui sont mis là pour des valeurs fixes. Pourquoi? Parce que ça dépend des seuils qu'on fixe. Là, dans l'étude que je vous ai présentée, on a dit qu'il y avait difficulté quand on était dans les 25% les plus bas, et on a dit que la compétence, elle fonctionnait bien quand on était dans les 40, au-dessus des 40%. Donc on inclut un peu plus que la moitié. Donc dire que c'est OK, c'est pas non plus dire que ça fonctionne super super bien. C'est juste pour aller vers les tendances de dissociation. Et ce qu'on voit,
c'est que y a, pardon, ce qu'on voit, c'est que alors j'avais fait le calcul tout à l'heure, je l'ai oublié, en tout cas il y a 98 enfants qui sont complètement bons décodeurs, bons compreneurs, et puis on a 27 enfants qui sont faibles décodeurs avec un niveau de compréhension acceptable. Je ne dis pas que c'est des bons compreneurs, hein, pas du tout, puisqu'ils sont dans les 60% meilleurs, donc ils peuvent être tout de suite au-dessus de 42, hein, donc de 40. Intéressant, on a 57 élèves qui décodent, qui sont au-dessus des 40% les plus faibles en décodage, mais qui ont des difficultés de compréhension. Alors, si on regarde les vrais compensateurs, c'est-à-dire ceux qui ont un niveau de compréhension normal, c'est-à-dire je suis un peu plus stricte ou même bonne, qui sont vraiment déconnectés par rapport à leurs difficultés de décodage, là on est très faible. On a mené une étude à Montréal, on n'est pas encore publiée, on n'en trouve que 4 sur 123. Donc dire qu'on peut complètement compenser, là c'est extrêmement marginal. Qu'est-ce que ça veut dire, ce chiffre, qu'on trouve 2 fois plus de lecteurs qui ont des difficultés de décodage, qui n'ont pas de difficultés de décodage, mais qui finalement comprennent mal l'écrit 2 fois plus que ceux qui ont des difficultés de décodage, mais finalement ont à peu près compris l'essentiel. Qu'est-ce que ça veut dire, ce gros déséquilibre? Ça veut dire que les contraintes ne sont pas les mêmes. Ça veut dire que il est beaucoup plus difficile d'arriver à comprendre un texte si on l'a mal décodé, alors que, eh bien, il y a des difficultés spécifiques à la compréhension. Ces difficultés, indépendamment des difficultés de décodage, donc on peut isoler les 2 composantes. Et ces difficultés, elles peuvent être travaillées de façon spécifique. Alors là, c'est une étude qui a été menée chez l'adulte, hein, c'est auprès d'un échantillon de pratiquement 800 lecteurs adultes, et on retrouve la même chose, mais en bas, on a la compréhension, et à gauche, les connaissances lexicales, donc la lecture, écriture et aussi connaissance du mot. On voit quand même qu'il y a un gros déséquilibre, c'est-à-dire que il y a relativement peu de personnes qui comprennent très très bien en ayant un très faible décodage. Voilà, alors ça c'est un point extrêmement important qui fait que, me semble-t-il, il n'y a pas de... tout ce qui concerne la reconnaissance de mots et la compréhension ne sont pas des composantes compensables. Dans les débuts de l'apprentissage de la lecture, il n'y a pas d'équilibre entre les deux. Dans les débuts d'apprentissage de la lecture, la partie reconnaissance de mots est la partie tout à fait décisive. Et donc, la question qui s'est posée dans la recherche est de savoir de quoi dépend cette reconnaissance de mots. Alors, le plus important, ça a été dit, c'est de comprendre finalement ce qu'est notre système. Quand l'enfant est face à des mots écrits, quel est le système d'écriture ? Quel est le système d'écriture ? Nous sommes dans un système alphabétique, c'est-à-dire que la lettre ou le groupe de lettres renvoie au phonème. Donc, Liliane l'a dit, il n'y a pas 5 voyelles en français. J'ai mis le français et l'anglais parce que du coup, ça donne un petit peu un éclairage aussi sur ce que les comparaisons entre langues peuvent nous montrer des contraintes sur ces traitements phonologiques. Dans les deux langues qu'on apprend avec un système alphabétique, à lire dans un système alphabétique, on est dans l'alphabet latin, donc 26 lettres. Le nombre de consonnes et de voyelles est différent dans les deux langues, ce qui se traduit, là vous voyez, par un nombre de graphèmes. Donc le graphème, c'est lettres ou groupe de lettres qui renvoient à une unité phonémique, hein, par exemple le CH, OU, etc. Ils sont nettement plus nombreux en anglais. Estimation de la correspondance graphème-phonème, c'est-à-dire jusqu'à quel point le système est régulier, c'est-à-dire que si on apprenait à une machine les règles de conversion entre un graphème et un phonème, quel est le pourcentage de mots que la machine serait capable de lire? Donc là, l'estimation, elle a été faite sur des mots monosyllabiques, parce qu'en fait, c'est assez compliqué hein, de faire tous ces calculs. Donc ça a été fait sur des mots d'une syllabe. On est à 87%, c'est des chiffres, donc c'est très régulier en fait, hein, le français. L'anglais, beaucoup moins, 69%.
ça a été dit aussi tout à l'heure, les correspondances phonème-graphème sont, elles, extrêmement, je dirais pas irrégulières, je dirais inconsistantes, c'est-à-dire que pour un son donné haut, par exemple, on a énormément de graphies possibles. Et ça, c'est la grande difficulté du français, hein, écrit, c'est l'écart qu'il y a entre les contraintes en termes de correspondance graphème-phonème et engagée en lecture, et correspondance phonème-graphème engagée en écriture. Ça, c'est vraiment, je crois, hein, ne pas m'avancer, si je dis que c'est la langue qui a le plus gros écart. Du coup, les stratégies sont sont très différentes, en fait. Une autre restriction, beaucoup de lettres finales silencieuses en français. En anglais, il y a relativement peu de lettres muettes, mais alors elles sont par contre dispersées un petit peu partout au sein du mot. Hein. Et puis, puisque je vais reparler de morphologie, par contre, j'ai pas regardé l'heure. Oui, mais j'ai fait combien de temps là? Oh, ça va. Et donc, du coup, voilà, la morphologie, 75% des mots sont construits en français. On a une construction morphologique moindre en anglais, puisque l'anglais a importé beaucoup de mots français. Hein. Si je prends par exemple l'exemple de dent, on a en français dent, dentiste, dentition, etc. En anglais, on a thief, mais on a dentist. Vous voyez, donc, du coup, ça nuit un petit peu à l'organisation morphologique de l'anglais. Alors, pourquoi je vous ai parlé de ces comparaisons interlangues? Parce que si je dis que les contraintes phonologiques, enfin, si on a montré que les contraintes phonologiques avaient un poids très important, on peut se dire « Ah, mais oui, mais finalement, ça dépend un peu apprendre à lire en anglais et apprendre à lire en français ou en allemand, c'est pas la même chose. » Alors, c'est vrai que c'est pas complètement la même chose parce que ça prend plus de temps d'apprendre à lire en anglais parce que, comme ça a été dit, il y a beaucoup plus de correspondance entre graphème, phonème à mémoriser. Du coup, c'est plus long. Pour autant, les contraintes sont exactement les mêmes. Pourquoi? Quelle analyse on peut en faire? Pourquoi on dit que c'est les mêmes contraintes? Parce qu'on est dans du système alphabétique et que, dans tous les cas, ce qu'on doit traiter, c'est les lettres, groupes de lettres, et la façon dont elles renvoient au phonème. On n'est pas en train de traiter des syllabes ou des logogrammes. Du coup, même si la vitesse d'acquisition est variable selon la transparence du système, les contraintes de fond, finalement, restent les mêmes. Et c'est pour ça que j'ai choisi, un peu à titre d'illustration, de vous présenter cette étude comparative interlangue, hein, qui avait là comparé des centaines et des centaines d'enfants. Ce qu'on voit, c'est que ce soit pour... donc ça, c'est des parts de variance expliquées. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, la part de variance expliquée? Ça veut dire qu'on a un résultat, hein, par exemple un score en lecture. Donc ici, à gauche, la précision en lecture, combien il y a eu de fautes, et à droite, la vitesse en lecture, donc quel temps il a mis pour lire. On a une variation, hein, on a des scores qui sont plus ou moins élevés sur cette mesure, et on cherche à rendre compte de cette variation par un autre facteur, c'est-à-dire est-ce qu'elle est prédite, cette variation, par la variation sur une autre mesure. C'est ce qu'on appelle les parts de variance expliquées, c'est-à-dire qu'est-ce qui explique le mieux, en fait, la variation que j'observe dans mes scores de lecture. Alors, quelles que soient les langues, ce qui explique le mieux, eh bien, c'est la conscience phonologique, à gauche pour la précision, et un petit peu la dénomination rapide. Et puis, pour la vitesse en lecture, c'est en vert. Alors, c'est très, très flagrant. Vous voyez qu'au-delà de la transparence du système, c'est toujours la même chose. La dénomination rapide est un facteur décisif, je vais y revenir sur ce qu'est la dénomination rapide, est décisif pour la rapidité et la précision dans la lecture. Ces traitements phonologiques, que sont-ils? Donc là, c'est les deux que j'ai pointés, hein, qui ressortent très fortement donc, de cette étude européenne qui a été menée sur des centaines et des centaines d'enfants. Hein. D'ailleurs, je fais une petite parenthèse, on a ce qu'on appelle en psychologie la crise de la réplication en ce moment, c'est-à-dire qu'on trouve que effectivement beaucoup de données ont du mal à être répliquées. Et ce sur quoi vous devez faire attention quand vous regardez des études qui ont été menées, c'est la taille de l'échantillon. En fait, quand on est sur des gros échantillons, on a moins de difficultés à répliquer. Quand on a pris 10 participants, 20 participants, on a plus de mal à retrouver les données. Ça, je parle pour la psychologie, voilà. Mais c'est important de bien avoir ça en tête parce que c'est important de considérer que les études à grand échantillon, ce sont des études qui sont fiables.
Alors, je reviens au traitement phonologique. Donc, la conscience phonologique, c'est un construct qui est assez large, hein, puisque ça va de la suppression de syllabes, puisque c'est une unité qui est plus saillante, notamment pour les enfants prélecteurs, à des tâches, par exemple, d'intrus phonémiques. Si je dis 3 mots qui commencent avec, pour 2 d'entre eux, le même son, et pour un 3e, par exemple, table, ton et lune, quel est le mot qui ne commence pas comme les autres. Donc là, il y a une sensibilité, hein, au phonème qui est mesurée ici. Et puis, des tâches de suppression de phonèmes. Donc, on donne un mot clé et on doit dire, par exemple, qu'est-ce qu'il reste. Alors, pourquoi c'est important, cette conscience phonologique? On en a beaucoup parlé. Pourquoi c'est important? Eh bien, parce que pour que l'enfant arrive à se saisir du principe alphabétique, c'est-à-dire qu'est-ce que le langage à l'oral, il est représenté à l'écrit par une série de lettres. Mais que représente la lettre? L'enfant, il doit se faire une idée de ce que représente cette lettre. Et pour savoir ce que représente cette lettre, il faut qu'il arrive à segmenter dans la chaîne orale l'unité qui correspond. Si j'écris table avec un T au début, c'est parce que la lettre T renvoie au son T. Et donc, pour arriver à comprendre l'identité de la lettre table, ce à quoi elle renvoie, il va falloir que je segmente dans table le tout début de son T, pour que je puisse comprendre ce système alphabétique. Et ça, c'est l'opération, une des opérations les plus difficiles, en fait, hein, dans les débuts de l'apprentissage de la lecture. Alors, ce point-là, il est le point le plus critique. Toutes les méta-analyses le montrent. C'est ce point, la capacité à identifier le son qui va être représenté par la lettre. C'est ce point-là, donc le couper dans la chaîne orale, qui est vraiment l'élément qui ressort de toutes les études, ou presque toutes les études prédictives. En termes de... Oui, donc là, il me reste 5 minutes. Ouf. Dénomination rapide. Donc là, il s'agit de récupérer rapidement un code phonologique à partir d'une suite d'images, etc. Alors ça montre l'automaticité dans la récupération du code phonologique. Alors, je ne vais pas parler de vocabulaire, malheureusement, mais vous pourrez me poser des questions dessus, j'utiliserai mon temps de questions. Je ne parle pas du vocabulaire, je vais juste en dire un mot. La question du vocabulaire, est-ce que le vocabulaire est important? Oui, mais c'est important pour lire, mais en même temps, lire va contribuer au développement du vocabulaire. Chaque jour, l'enfant est confronté à des mots qu'il n'a jamais vus, hein, tous les jours. Soit il ne les connaît pas du tout, soit il ne les a jamais rencontrés à l'écrit. Et donc, quand il ne les a jamais rencontrés à l'écrit, mais qu'il les connaît, la possibilité de les décoder va le ramener vers son lexique. Soit il ne les connaît pas du tout, ça c'est une situation qui arrive très très fréquemment, qui est tout à fait normale. Et bien dans ce cas-là, il va devoir faire une inférence à partir du sens de la phrase, du contexte, etc. Il va devoir faire une inférence sur le sens du mot. Il y a une autre solution, donc lire et inférer, je reviendrai dessus. Il y a une autre solution qui consiste à extraire la structure morphologique du mot. Alors, heureusement, Liliane a déjà parlé de morphologie, ça va me faire gagner un peu de temps. Un mot comme inoubliable est composé d'une base, oubliée, auquel on a adjoint un suffixe, oubliable, et puis ensuite, ça fait une nouvelle base pour qu'on adjoigne un préfixe, inoubliable. Pourquoi c'est important en lecture? Parce que l'enfant rencontre tout le temps des mots qu'il n'a jamais rencontrés, connus ou pas connus. Les bases constituent des petits mots courts, souvent fréquents, donc relativement faciles à lire. Un mot complexe, j'ai mis ici comme exemple éléphanto, éléphantesque, etc., sont des mots longs, rares, beaucoup plus rares, et donc beaucoup plus difficiles à lire. Et donc, la capacité qu'a l'enfant à analyser la structure morphologique du mot va l'aider non seulement à décoder plus vite, à avoir plus de fluidité dans sa lecture du mot, mais aussi à comprendre le sens de ce mot qu'il n'a peut-être jamais rencontré. Et donc, ça permet d'ailleurs de créer des nouveaux mots dans le vocabulaire, hein, googliser, masterisation, etc. C'est très important parce que chaque jour, je le répète, l'enfant rencontre des mots qu'il n'a jamais vus et nombre de ces mots sont construits. Alors,
J'ai mené dans les années... J'ai mené dans les années 2000 une étude pour savoir si cette conscience morphologique, c'est-à-dire on demande à l'enfant ici de faire preuve de connaissance morphologique, est-ce que marcher, marcheurs sont de la même famille, couler, couleurs sont de la même famille, quel est l'intrus parmi colle, collage, décoller, collège, etc. Donc ça, ce sont des tâches dites morphologiques. Est-ce que ces connaissances morphologiques, elles interviennent dans la lecture? Alors, on a mené une étude longitudinale avec Marie-France Louis-Alexandre, qui était une ancienne enseignante. On a mesuré en grande section de maternelle les connaissances phonologiques, morphologiques, et puis on a suivi au CP, CE1 la cohorte, et on a remesuré à chaque fois. D'accord. Ah, j'ai rattrapé, je crois. Au CP, ce qu'on voit, c'est qu'au CP, la morphologie n'intervient pas du tout. Ce qui intervient massivement, mais massivement, et ce qui conforte ce que j'ai dit précédemment, ce qui intervient massivement, ce sont les traitements phonologiques, hein, puisqu'on est bien dans un système alphabétique qui code, où le langage écrit code l'oral au niveau phonologique. Donc, ce qui intervient massivement, c'est bien, pour le CP, c'est bien la dimension phonologique. On n'a pas du tout d'intervention de la dimension morphologique. En revanche, au CE1, là, les enfants maîtrisent le code, les épreuves de conscience phonologique, on était dans un milieu tout venant, on n'était pas en milieu défavorisé. Donc là, les enfants maîtrisaient, savaient répondre aux tâches de conscience phonologique. Donc elles n'intervenaient plus beaucoup dans l'explication hein, de la réussite en lecture. En revanche, que ce soit pour l'aspect reconnaissance de mots, donc c'est au centre, c'est en jaune hein, la morphologie, ou l'aspect compréhension, on voit qu'ici les connaissances morphologiques sont très fortement engagées, en tout cas elles expliquent une part de la variance en lecture. On s'est demandé aussi si l'enfant, lorsqu'on a essayé de simuler avec Pauline Kemar ce qui se passait, l'enfant avait affaire à des mots qu'il ne connaissait pas, et on a proposé donc des mots construits qui n'existent pas du tout, hein, parlage, panlage, parlute ou panline. La différence, c'est que parlage est construit avec une base qui existe et un suffixe qui existe, et après c'est des combinaisons, la base n'existe pas, le suffixe existe, ou la base n'existe pas, le suffixe n'existe pas, etc. Bon, on a toutes les combinaisons. Et ce qu'on trouve, vous voyez à gauche, c'est que les enfants, ils ont tendance à considérer qu'effectivement, les pseudomots construits comme parlage, ils n'ont pas du tout le même statut. Ils sont davantage considérés comme des mots par l'enfant, qui les envisage comme impossibles, et puis en plus, les enfants les traitent beaucoup plus lentement. Ça veut dire que lorsqu'ils sont face à un stimulus écrit qu'ils ne connaissent pas, eh bien, ils ont d'une certaine manière un accès, prioritaire par rapport au phonème-graphème, je ne discuterai pas de ça, mais ils ont un accès en tout cas privilégié à la structure morphologique. Donc ils sont capables d'investir en fait ces connaissances morphologiques lorsqu'ils lisent, et ça va donc les aider en quelque sorte à lire une fois que les étapes de décodage sont passées, ça va les aider à lire de façon plus fluide et comprendre au fur et à mesure les mots qui sont présentés dans le texte. Voilà, donc ce dont j'ai parlé, c'est donc de la question des contraintes dans la lecture, c'est-à-dire qu'on est ce que j'appelle du bottom-up, c'est-à-dire que toutes les composantes de la lecture qu'on peut identifier n'ont pas le même poids dans les débuts de l'apprentissage. Il y a véritablement un poids plus important sur ces mécanismes de reconnaissance de mots. Et à ce titre, les traitements phonologiques sont les facteurs les plus forts qui expliquent cette reconnaissance de mots. Je n'ai pas eu le temps de parler des liens réciproques entre lecture et vocabulaire, hein, le fait qu'effectivement, on a besoin de connaître des mots quand on lit, mais une fois qu'on rentre au cours préparatoire en l'école primaire, l'écrit va constituer une source majeure d'apprentissage du vocabulaire. Et puis enfin, à ce titre, j'ai parlé de l'intérêt des traitements morphologiques et je vous remercie de votre attention.